Bienvenue dans Complorama, un podcast France Info avec Rudy Reichstadt, directeur de Conspiracy Watch. Et Tristan Mendès France, maître de conférences associé à l'Université de Paris-Cité, spécialisé dans les cultures numériques. Et pour nous accompagner, Pauline Pénanec de France Info. Nous voilà à quelques jours des fêtes de fin d'année et avec elles leur lot de discussions parfois un peu houleuses avec ses proches. Débattre sur la politique avec un oncle ou une cousine un peu agacée, cela arrive. Mais quand le complotisme s'invite autour de la dinde, cela peut vite devenir un problème et ces moments de retrouvailles peuvent tourner au cauchemar. Que se passe-t-il quand un parent ou un ami tombe dans le conspirationnisme ? Comment et pourquoi peut-il en arriver là ? Et surtout, que faire pour renouer le dialogue ? Complotisme, le guide de survie pour les fêtes, c'est le 79e épisode de Complorama. Noël 2022. Ma maman est venue pour fêter Noël avec ses cadeaux, etc. à la maison. Ma mère est passée sans transition de « Ah, tu t'es coupé les cheveux, ça te va bien » à « Il ne faut pas que tu fasses vacciner ta fille » en m'assénant argument sur argument. Et dans les pattes de ta grand-mère, j'ai rencontré une infirmière qui m'a dit que, et machin, elle est malade d'eux, et truc-muche, elle est malade d'eux, etc. Elle a enchaîné. Et du coup, à un moment, j'ai pété un câble. J'en pouvais plus. Je lui ai dit stop, etc. Et je me suis mise à crier très très fort. Je suis montée à l'étage, j'ai claqué une porte, j'ai dit c'est comme ça, on annule Noël. J'ai dû faire un long silence radio quand même de peut-être un mois et demi. Et puis c'est ma mère qui a dû revenir vers moi. Bonjour Rudy. Bonjour Pauline. Bonjour Tristan. Bonjour à tous. Vous venez d'entendre un extrait du témoignage de Stéphanie, issu du podcast Réveillez-vous, réalisé par Perrine Bontemps et Victor Motin de Conspiracy Watch. Dans son témoignage, Stéphanie raconte comment sa mère s'est rapprochée des sphères covido-sceptiques et se dispute avec sa fille sur des sujets liés au vaccin, mais aussi à la guerre en Ukraine, ce qu'elle raconte dans la suite de l'épisode. Au commencement, Stéphanie raconte que sa mère est adepte de pratiques de santé alternatives après le décès de son mari, et ce deuil l'amène à s'intéresser à ça, Rudy. Oui, c'est quelque chose qui revient souvent dans les récits de vie qu'on a pu recueillir. L'idée d'une faille personnelle, d'une fragilité, d'un moment de vulnérabilité qui peut être liée à une période de crise, une instabilité professionnelle ou sociale, une situation d'isolement en tout cas, une frustration aussi par rapport à son travail par exemple. Et là, la littérature savante sur le complotisme nous donne des réponses. On a une étude par exemple qui avait montré la corrélation entre le sentiment de perte de contrôle, de ne pas comprendre l'environnement dans lequel on évolue, et l'adhésion aux théories du complot. On sait que c'est corrélé, voilà, parce que les théories du complot, elles ont beaucoup de défauts, mais elles ont un service, elles rendent un service, c'est que elles donnent du sens. Elles donnent du sens. Et puis on sait que la croyance en général, et les théories du complot, elles peuvent être envisagées comme des croyances, elles ont une fonction qui est de résorber une dissonance cognitive. Lorsque la réalité dément votre vision du monde, vos opinions, vos convictions, et surtout lorsque cette réalité elle est trop difficile à accepter, à surmonter, eh bien il peut être tentant de faire une fuite en avant en se mettant à l'abri du réel grâce à la croyance. Et là, le complotisme, ça peut être un mécanisme de déni. Tristan. Oui, de mon côté, je veux vraiment insister sur le fait que ce type de témoignage est absolument essentiel. Parce que le complotisme, ça n'est pas que les complotistes. C'est souvent des victimes collatérales, hein. Et ça, je crois que c'est important de souligner et d'entendre la voix de proches qui ont effectivement quelqu'un qui a basculé dans le complotisme. Quand le complotiste n'est pas lui-même, hein, aussi une victime, hein. Je crois qu'à mes yeux, c'est important de mesurer à quel point le complotisme est quelque chose qui va impacter les relations les plus intimes, les relations affectives, familiales, hein, des gens. Ça peut briser des liens familiaux, hein, encore une fois, de proches, hein, qu'on voit s'éloigner peu à peu. Et le complotisme, c'est pas aussi qu'une question de fausses informations. C'est véritablement un vecteur de destruction des liens sociaux. Et c'est à ce titre que je crois qu'il faut vraiment entendre et écouter l'impact que ça peut avoir sur les individus et les gens. Est-ce que la vulnérabilité d'une personne, c'est la seule façon, si je peux dire, de tomber dans le complotisme, Rudy ? Tomber dans le complotisme, non, il y a évidemment des facteurs prédictifs. On sait que le niveau d'éducation, par exemple, joue. Alors, il joue statistiquement. On aura toujours des contre-exemples qui montrent qu'on peut être très diplômé et très complotiste, ou inversement, très peu diplômé ou pas diplômé du tout, et pas du tout complotiste. Mais globalement, l'éducation, le diplôme, ça agit comme une forme de protection par rapport à la séduction des théories du complot. Et puis, on sait également qu'il y a une corrélation entre ce qu'on appelle en psychologie sociale le besoin d'unicité et les théories du complot. Le besoin d'unicité, c'est quoi ? C'est le besoin de se sentir unique, de se distinguer du reste du groupe.
Bourdieu appellerait ça la distinction, toutes les stratégies qu'on met en œuvre pour montrer à quel point on est singulier. Eh bien, les gens chez qui ce besoin de se sentir unique est plus fort sont aussi les gens qui ont une propension plus grande, a priori, à adhérer aux théories du complot, parce que ça vous met en situation d'initier une théorie du complot. Ça vous rend intéressant d'une certaine manière. Et puis, il y a quelque chose dont on fera peut-être tous l'expérience, ou dont on a fait l'expérience, mais notamment à Noël, en famille, autour de la table, c'est ce qu'on appelle l'effet de Dunning-Kruger. C'est-à-dire que l'incompétence sur un sujet est corrélée à un niveau de surconfiance. On a l'impression d'être très, très, très expert d'un sujet, surtout quand on est incompétent, précisément parce que cette incompétence nous rend inconscients de notre degré d'ignorance. Et voilà, c'est quelque chose, j'imagine, qu'on a tous expérimenté au moins une fois. Alors pour beaucoup, et notamment pour la mère de Stéphanie, donc la bascule s'est produite lors de la pandémie de Covid. Cela fait partie des portes d'entrée, si je peux dire, du complotisme. C'est à ce moment que d'autres se sont radicalisés, comme le meilleur ami d'Isabelle, mais qui avait déjà des prémices, des signes avant-coureurs. En fait, il était donc vachement en marge de la société parce que pas de boulot fixe, pas de boulot stable. Il vivait tout seul, pas de lien amoureux stable et satisfaisant. Une histoire familiale un peu compliquée. Moi, j'ai eu l'impression que c'était presque une revanche sur la vie d'être du côté de ceux qui savent. Mais en fait, avec le recul, je me suis rendu compte que en 2001, au moment des tours du World Trade Center, il avait en effet émis des doutes sur tout ce qu'on disait et sur les images même qu'on voyait en fait. Tout à coup, il s'était improvisé à ce moment-là ingénieur, enfin en structure, parce que les tours ne pouvaient pas s'effondrer suite à l'encastrement d'un avion. Et puis même, il y avait différentes théories, parce que parfois, il y avait un avion, mais en fait non, c'était des images truquées. Enfin bref, tout ça se contredisait un peu. Mais bon, voilà, ça n'allait pas plus loin, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Extrait du podcast Réveillez-vous, donc de Conspiracy Watch. Alors la théorie sur les attentats du 11 septembre 2001, à l'époque, Tristan, on l'a dit, mais c'est un classique. Oui, il y a évidemment beaucoup d'épisodes dans l'histoire récente qui sont des moments de bascule dans la complosphère. C'est souvent des moments de crise ou des drames majeurs. Alors on a parlé évidemment, on évoque à l'instant les attentats du 11 septembre, mais on a évidemment la séquence du Covid qui a été un accélérateur absolument phénoménal, l'invasion de l'Ukraine et d'autres épisodes qui font véritablement basculer une masse considérable d'individus dans la rhétorique et dans les récits complotistes. Ces mêmes individus d'ailleurs qu'on retrouvera souvent dans des épisodes suivants et qui vont être rejoints par une cohorte d'autres nouveaux adeptes à chaque nouvel épisode. Je note aussi que chaque épisode est vraiment ouvre la porte en fait à d'autres croyances. Je crois qu'il y a vraiment l'idée que le premier épisode est un déclencheur qui nous ouvre et qui nous rend perméables à une série de théories complotistes. On est rarement complotiste sur une seule théorie. C'est une porte d'entrée vers une myriade d'autres croyances complotistes. Et puisque tu parles de portes d'entrée, il y a des portes d'entrée plus douces, qui ne sont pas des événements ou des épisodes marquants. C'est par exemple la naturopathie. La naturopathie, c'est ces pratiques, ces méthodes qui visent à renforcer nos défenses immunitaires avec des moyens considérés comme naturels, les plantes, etc. Eh bien, la naturopathie, en tout cas un certain nombre de naturopathes, de praticiens naturopathes, se mettent en scène depuis notamment le Covid, très, très, très clairement, dans des vidéos complotistes aussi. C'est-à-dire qu'il y a une vraie rencontre et on a des influenceurs de complotistes de premier plan qui sont des naturopathes. Je pense à Irène Grosjean, Thierry Kaasnovas, Éric Fioril, on pourrait en citer encore beaucoup d'autres. Oui, dont on a déjà parlé dans Complorama à plusieurs reprises. Exactement, et donc tout ce qui relève des pseudomédecines, des médecines dites holistiques, des spiritualités alternatives aussi, on parle de conspiritualité par exemple. C'est quoi la Alors conspiritualité? la conspiritualité, c'est un terme qui désigne l'entrelacement de croyances complotistes et de discours issus de la spiritualité New Age en particulier, ou du développement personnel. C'est dérivé de l'anglais conspirituality, et c'est un phénomène relativement récent qui se caractérise à la fois par un attrait pour les théories du complot, une défiance à l'égard des élites notamment, et en matière de santé singulièrement, et puis l'aspiration à un éveil spirituel
aussi bien collectif qu'individuel. On a des chercheurs qui travaillent là-dessus depuis une quinzaine d'années maintenant, et on a une vraie fusion, une vraie hybridation entre la culture complotiste la plus mainstream et la spiritualité New Age. Alors moi j'ai une question, au final, comment et par quel biais est-ce qu'on tombe dans le complotisme, Tristan? Alors, au-delà des prédispositions individuelles de chaque individu, hein, il y a à mes yeux deux portes d'entrée principales. Il y a évidemment la plus évidente qui est la rencontre avec quelqu'un, avec un individu, avec un groupe, dans la vraie vie, hein, dans le monde physique, qui peut faire évidemment basculer quelqu'un. Là, on pense à tout ce qui relève évidemment des dérives sectaires ou de l'emprise mentale, hein, de façon assez classique. Mais je crois que, et je pense que c'est plus significatif, on a tous ces contenus pour lesquels on a été exposé en ligne, hein. Et tout simplement parce que ces dernières années, on assiste à une véritable révolution de la façon qu'on a tous de s'informer, hein. Un bouleversement de l'information travaillé à la fois par les réseaux sociaux, mais aussi par les algorithmes. Et on sait d'ailleurs que plus on est jeune, plus on va s'informer encore sur ces fameuses plateformes sociales. C'est véritablement le sens de l'histoire. Et donc ces espaces informationnels numériques aujourd'hui sont un espace où l'accessibilité, si on veut, de ces récits et l'offre qui est proposée est absolument spectaculaire, hein, et inégalée par rapport à ce qui préexistait auparavant. Et ce mode de consommation fait, je pense, basculer beaucoup de gens, hein, dans des récits et des postures complotistes. On parle d'ailleurs souvent du rabbit hole. On tombe dans le rabbit hole. Donc en gros, c'est l'idée qu'on se radicalise ou dans ses propres opinions au fur et à mesure qu'on consomme de l'information en ligne qui est déjà en résonance avec nos croyances un peu complotistes. Et donc les réseaux sociaux ont un impact véritablement majeur, mais les algorithmes aussi. On le sait peu, mais par exemple sur YouTube, 70% en gros des vidéos qu'on va consommer ne sont pas le fait d'une démarche individuelle, proactive, d'aller chercher une vidéo, mais sont le résultat d'une recommandation algorithmique. Et donc si notre consommation déjà est tentée par du contenu complotiste, eh bien les algorithmes vont vous en donner de plus en plus, d'où le fameux rabbit hole. Un jour, il arrive dans notre deuxième maison, la maison où on va souvent le week-end. Et là, je suis en train de jardiner. Et puis, il y a une connaissance qui est morte, en fait, 40 ans. Il meurt du Covid. Et là, ça me touche. Et là, il s'énerve, il me dit, il avait qu'à pas se faire vacciner. Donc là, je le regarde. On est tous les deux agrippés, en train de jardiner. Et je lui fais, mais il s'est pas fait vacciner, hein. Personne ici s'est fait vacciner, hein. Et là, il part dans un truc... il s'énerve et il me dit, de toute façon, vous les enseignants, ça va être votre tour, ils vont vous obliger. Et là, ça sort tout seul. Je dis, mais moi, je suis déjà vaccinée. Et là, il y a un grand moment de silence. Il est déstabilisé. Il me dit, mais tu te rends compte de ce que tu as fait? Je sais pas ce que tu as. Et il me sort des noms, la malaria, le sida, enfin. Et le petit est pas loin. Donc, il entend toute la discussion. Là, je prends mes arguments. C'est quelque chose que j'ai fait toute seule. Il n'y a pas de souci. Tu veux pas te faire vacciner. Il n'y a aucun... Voilà, c'est ma démarche personnelle. Il continue dans un délire de je sais pas ce qu'il y a dans ton corps. Et là, je lui dis, bah écoute, reste pas là. Eh ben non, je vais pas rester, je pars. Extrait du témoignage de Valérie, issu du podcast Réveillez-vous. Elle parle de son ex-mari avec qui elle a vécu pendant 8 ans. Et dans cet épisode, elle nous raconte comment le complotisme a mis fin à son mariage. L'impact est tel qu'il y a une rupture, il y a une incompréhension mutuelle. Rudy, Oui, dans un ce vrai cas-là. fossé qui se creuse. Et ce qui revient beaucoup dans les témoignages de proches, de gens qui basculent dans le complotisme, c'est l'idée qu'ils ne reconnaissent plus la personne qu'ils croyaient connaître. C'est comme s'il y avait une forme d'aliénation. Ça prend la forme effectivement d'une incompréhension, d'une impossibilité de se parler, d'une impossibilité du dialogue. On se mure dans le silence, des deux côtés d'ailleurs. Et il faut dire aussi le rôle de la culture complotiste dans tout ça, avec l'émergence d'un référentiel lexical propre. On parle de mots comme covidisme, des formules comme je ne contracte pas, qui est très connu des fameux citoyens souverains. On nous parle... oui, en tout cas, tout ça participe d'une difficulté dans la communication, en tout cas. Tristan. Oui, ce qui est assez terrible, c'est que face à un proche complotiste, on est souvent aussi démuni. Parce qu'on a en face de soi quelqu'un qui est à la fois
convaincu, mais qui est véritablement armé de tout un attirail argumentatif. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches. Bon, il se trompe, il fait de mauvaises recherches, mais il a tout un attirail, effectivement, d'arguments pour lesquels nous, on n'a pas toujours de réponse, hein, évidemment. C'est une sorte de... On se sent dans une position d'infériorité du fait que on a en face de nous quelqu'un qui nous envoie à la figure ce qu'on appelle un millefeuille argumentatif. Et si on n'a pas les éléments, c'est compliqué, évidemment. Et on est contraint, si on souhaite effectivement répondre, de rentrer dans son univers, de faire des recherches. Et tout ça, il faut avoir l'énergie, l'envie, hein, de le faire. C'est chronophage, hein, de rentrer effectivement dans toutes ces références pour essayer de poser un contre-argument là-dessus. Donc il y a en tout cas une vraie inégalité face à quelqu'un qui a des postures de conviction et tout un attirail d'argumentaire, parce que face à ça, on a peu de choses à répondre en général. Et j'ajouterais que ce qui revient très souvent dans la bouche de complotistes avec qui on peut discuter, c'est l'idée que, mais de toute façon, vous ne connaissez pas le dossier. Mais en réalité, le dossier, entre guillemets, dont ils parlent, c'est le dossier que eux-mêmes ont constitué, souvent de manière collaborative sur Internet. Mais ce millefeuille argumentatif, il ne tombe pas du ciel. Il était constitué, souvent de manière collaborative, et souvent avec peu de scrupules intellectuels, notamment avec la technique du cherry picking. On garde ce qui conforte la théorie du complot et on laisse de côté tout ce qui peut la contredire. Et le témoignage de Valérie est vraiment révélateur de comment le complotisme peut avoir un impact, une rupture dans les relations. Et elle raconte d'ailleurs dans cet épisode que son ex-mari a entamé au départ des formations de clair-ressenti. C'est le sens du toucher des phénomènes énergétiques invisibles. Et puis, il fait des formations de Reiki. C'est un soin énergétique d'origine japonaise. Il est rentré vraiment à fond là dans l'ésotérisme en fait. Il se reconstruit narcissiquement, il est devenu maître Reiki, il a ouvert son cabinet, donc il fait des soins. Il est géobiologiste, il est magnétiseur, il est tout dans sa sauce à lui en fait. Et il adore ça. Il est dans des dimensions incroyables. En fait, ça n'a pas de nom. Il est sans limite, il est Dieu sur terre, il a accès à tout. On a quelqu'un qui avait un ego abîmé, je pense, et qui s'est complètement reconstruit et qui... Heureusement que c'est quelqu'un qui est gentil, parce que je pense qu'il pourrait être vraiment dangereux. Il n'a pas le profil du gourou parce qu'il n'aime pas être trop proche des gens. Mais je vois qu'il commence à faire un peu de prosélyte, c'est-à-dire qu'avant, il faisait juste du soin. Et maintenant, il dit qu'il ne peut pas soigner les gens si les gens ne s'éveillent pas. Alors le Reiki, je le rappelle, c'est une méthode de soins non conventionnelle, surveillée par la Milvilude. C'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Alors Valérie fait aussi référence à la géobiologie. Qu'est-ce que c'est, Tristan ? Alors d'abord, ce qui est fascinant évidemment avec cet individu, c'est sa trajectoire. Donc il commence évidemment dans les univers ésotériques de santé alternative et on le voit basculer dans d'autres théories complotistes complètement hors sol. Et il y a vraiment encore une fois ce phénomène de porte d'entrée dans son cas sur un sujet et on se déploie sur d'autres théories. Alors pour ce qui est de la géobiologie, parce que cet individu est devenu géobiologiste. Je rappelle simplement que la géobiologie, c'est une pseudo-science qui prétend étudier et résoudre les problèmes d'interaction entre le vivant et des ondes produites par le sous-sol, et tout ça souvent à l'aide de ces fameuses baguettes de sourcier. Ça vient de là, il les pratique assez régulièrement. Alors je reste sur le sujet 2 secondes parce qu'il se trouve qu'un youtubeur dénommé G. Milgram a découvert que les chambres d'agriculture et des préfectures en France faisaient appel à ces fameux sourciers géobiologistes, notamment pour faire des diagnostics avant l'implantation ou l'installation d'éoliennes. Donc c'est un vrai sujet, mais je ferme la parenthèse. Et cette communauté l'isole peu à peu jusqu'à ce qu'il tombe dans le platisme. Et on voit dans ce témoignage l'éloignement de la personne, Rudy. Oui, c'est d'ailleurs quelque chose d'assez comparable avec la dérive sectaire en réalité, puisque dans la dérive sectaire, on a une rupture du lien avec la famille biologique, le plus souvent, une emprise mentale de la part ou d'un gourou ou d'un groupe sectaire, mais surtout cette rupture avec la famille biologique. Et là, c'est des phénomènes quand même qui sont très proches, dont on est en train de parler, avec quand même le risque d'une radicalisation au bout. Il bascule dans le platisme, la personne dont on parle, mais il bascule aussi dans le ressentisme, qui est quand même une théorie du complot particulièrement confidentielle. Pour être en contact avec ce genre de théorie, il faut aller très très loin sur le chemin du complotisme.
Le ressentisme, tu peux nous rappeler en quelques mots ce que c'est? Le ressenti, c'est simple, c'est l'idée qu'on a inventé des siècles, notamment le Moyen Âge. Ça dépend à quelle chapelle ressentiste on se réfère, mais oui, c'est l'idée qu'on nous a menti sur la chronologie, qui a comme ça du temps fantôme, et que en réalité, l'Antiquité, c'était il n'y a pas plus tard que 4 ou 5 siècles. Ce qui est assez déroutant, effectivement, c'est que on voit bien qu'ils trouvent une famille de substitution. Et cette famille de substitution, c'est pas forcément toujours des vrais gens, des individus qu'ils côtoient autour d'eux, hein, dans la vraie vie, entre guillemets. Ça peut être évidemment en ligne que cette famille se retrouve. Et on le retrouve particulièrement sur les plateformes sociales et notamment Telegram. Et là, j'ai le souvenir, notamment, d'avoir été assez dérouté, assez stupéfait, de voir, notamment, pour l'une des communautés qu'on suivait, dont on a parlé ici, qui est une communauté qui s'appelle One Nation, dirigée par Alice Pazalmar, qui est une communauté de citoyens souverains, et d'avoir vu sur leur plateforme Telegram une bienveillance absolument folle auprès des différents adeptes et différents membres. Dès que quelqu'un exprimait un moindre souci quelconque, on voyait tout de suite des dizaines de personnes venir tout de suite en proposant de l'aide, du soutien. Et on comprend vraiment à quel point ça peut être réconfortant et donner une sensation, une vraie sensation de communauté quand on se sent seul avec ses croyances. Oui, j'ajoute qu'on dit souvent que le complotisme a un effet stérilisateur sur la mobilisation politique. On se retire du monde, on se met à l'écart. C'est un peu le cas d'ailleurs d'Alice Pazalmar, hein, qui se décrit comme être souverain, qui dit « moi je vivre à l'écart de cette société dans laquelle je me reconnais plus, qui est corrompue, etc. » Mais il y a un autre effet, pour le pire, c'est un phénomène de radicalisation. On vient d'y faire allusion un petit peu, et on sait, une étude en tout cas très récente, le montre à nouveau, plus on adhère fortement aux théories du complot, et plus on est susceptible de soutenir la violence politique. Par exemple. Il y a un consentement à la violence, qui est une acceptation de la violence, qui est vraiment corrélée à ces théories du complot. En fait, c'est devenu leur façon d'être. Avant, c'était leur façon de penser, et en tout cas, c'était le prisme par lequel ils voyaient le monde. Maintenant, ils sont comme ça, quoi. En fait, maintenant, ils créent leur propre fake news, quoi. Ça a failli quand même briser la famille complètement, quoi. Enfin, en arriver là, c'est fou, quoi. C'est même triste, en fait. Ça peut détruire vraiment les vies des gens, quoi. On a beau essayer de maintenir cet esprit de famille, tout ça, il y a quand même quelque chose qui s'est cassé à ce moment-là, ça c'est sûr. Et eux, ils ont vraiment changé de personnalité, en fait. C'est plus les mêmes personnes. Les discussions qu'on avait il y a 10, 15 ou 20 ans, on peut plus les avoir avec eux maintenant parce qu'ils diraient complètement autre chose, quoi. Le témoignage de David issu du podcast Réveillez-vous, réalisé par Perrine Bontemps et Victor Motin de Conspiracy Watch. Et il raconte dans cet épisode la bascule de ses beaux-parents dans le complotisme à la sortie du premier confinement. Il avait pourtant de très bonnes relations avec eux pendant 20 ans, des gens simples, pas politisés, dit-il. Alors Tristan, quelles sont les techniques pour ne pas braquer la personne qu'on a en face de soi et ne pas se braquer soi-même en fait? Pas évident. C'est pas évident tout ça, bien sûr. Mais la première chose à faire, évidemment, c'est de tenter, si on a des billes, de contre-argumenter de façon la plus sobre possible, hein. Je pense aussi qu'il faut peut-être utile de demander à la personne avec qui on engage une conversation de systématiquement d'expliquer quelles sont ses sources, hein, de l'obliger à sourcer ce qu'elle raconte, hein, même si ces sources ne sont pas forcément les bonnes. Et dans certains cas, s'il peut fournir une source, qu'il mentionne un site par exemple, on peut tenter d'aller sur ce site, de trouver une information complètement déjantée sur ce site, la lui rapporter et essayer de le faire questionner la source que lui invoque dans son argumentaire. Est-ce que si cette information est totalement folle, ça ne te fait pas douter de la source que tu utilises pour essayer d'appuyer ton propos aujourd'hui? Moi, je soulignerais la sélectivité de sa méfiance, parce que très souvent, on a ce fossé entre l'hypercriticisme des complotistes sur des sources qu'on considère en général comme fiables, et qui s'accompagne d'un acriticisme, une absence de critique concernant des sources qui pourtant sont douteuses, voire complètement frelatées, et sur lesquelles en général ils s'appuient. Donc montrer cette sélectivité, en tout cas cette approche à géométrie variable, qui est très très présente encore une fois. Et puis moi je proposerais de raisonner par l'absurde aussi, de dire très bien, si on accepte les prémices de ta théorie du complot, on s'aperçoit que à force de la pousser au bout de ses implications logiques, elle va s'effondrer sous le poids de son invraisemblance en fait. Par exemple, si vous pensez que la Terre est plate, eh bien
il faut admettre qu'il y aurait une gigantesque conspiration qui s'étendrait sur des décennies, voire des siècles, et qui impliquerait des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes. Pourquoi? Simplement pour nous faire croire que la Terre est ronde. Mais pourquoi dépenser autant d'énergie pour ça, en fait? Ça tient pas la route, quoi, tout simplement. Je pense de mon côté qu'il faut essayer de focaliser sur un seul point, d'éviter de se disperser dans le millefeuille argumentatif qui va nous être opposé. Il faut rester vraiment sur un sujet et essayer de l'emmener jusqu'au bout. Sinon, on risque de partir dans un brouillard informationnel, à la fois alimenté par la personne qui est en face de vous, et vous-même risquez de tomber dans ce fameux brouillard. Donc restez focalisé sur un sujet, ne pas décrocher de ce sujet pour ne pas se diluer dans un millefeuille argumentatif. À propos de son ex-mari, on revient au témoignage de Valérie. Elle explique qu'elle veut toujours, malgré tout, garder le lien avec lui. J'ai eu l'impression d'un tsunami. Et en même temps, la force qui me tenait, c'est que je voulais tellement pas le perdre. Donc à ce moment-là, la question se posait pas. C'était comment garder le lien. Avec cet espoir aussi de le récupérer. Hein. Et puis après, j'ai bien vu que non, c'était pas possible. Si un jour il sort de là ou si un jour moi, il pourra m'en parler. Parce que je sais, je connais tout pratiquement. Peut-être que je pourrais être la personne qui, à un moment donné, s'il sort de là, le jugera pas. Voilà. Ou pas, hein, ou pas. Après, c'est un prix à payer pour moi, mais je peux pas. Peut-être qu'un jour, je vais le lâcher. Mais ouais, parce que quand je me rendrai compte, ça m'empêche de passer à autre chose. Mais le sujet est passionnant, parce qu'il est d'actualité. Et à travers lui, je lis l'actualité, en fait. Et je me dis combien, des comme lui, je pense qu'il y en a des millions. Alors, dans tous ces témoignages qu'on a pu entendre dans cet épisode, il y a un point commun, c'est que tous essaient tant bien que mal de ne pas abandonner leurs proches et de maintenir une relation malgré les difficultés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour garder le lien, Tristan? C'est compliqué, mais c'est vraiment important, c'est central. Même s'il y a des enjeux affectifs qui viennent se mélanger à la conversation et qui rend évidemment la chose beaucoup plus complexe parfois. Mais si on peut garder ce lien, il faut vraiment le faire. Il faut essayer de le garder. Essentiellement parce que on est probablement, c'est pas toujours le cas, mais la dernière planche de salut, si j'osais dire, avant une dérive sans encre dans un océan de désinformation. Je pense qu'il faut savoir écouter, sans bien sûr valider les propos qui sont en face de nous. Et on peut aussi également essayer d'établir un terrain d'empathie dans la conversation, de respect, en évitant de rentrer dans un débat trop frontal, parce que clairement le conflit est probablement ce qu'il y a de moins productif dans ce genre de situation. Enfin, je pense que on peut aussi verbaliser le fait que on est inquiet et que on tient à ces individus, on tient à eux, et que c'est parce qu'on tient à eux qu'on est aussi inquiet de la dérive dans laquelle ils sont engagés. Audi. Je pense qu'on peut d'abord accepter l'idée que on n'y est pour rien et que quoi qu'on fasse, il ne se passera pas grand-chose, qu'on n'est pas responsable forcément de ce que l'autre est en train de devenir, et qu'on n'arrivera peut-être pas à le ramener à la raison. Donc il faut aussi accepter l'idée de l'échec, que voilà, ça puisse ne pas marcher. Ensuite, pas écarter la possibilité que ces efforts-là puissent être contre-productifs aussi. Ça peut le radicaliser, au contraire. Et puis, dernier point, parce que c'est une stratégie possible et qui est rarement évoquée, je crois, et que j'appellerais la technique de l'électrochoc. C'est-à-dire accepter de se fâcher. Si on tient aux gens, à nos amis, à notre famille, c'est normal d'avoir de l'affect et c'est normal à un moment de se fâcher et de se disputer et de leur dire écoute, là, c'est pas possible. Tu peux pas soutenir un tel discours et de telles théories et de telles thèses. Pour certains, ça peut avoir un effet électrochoc. Voilà, faut pas balayer ça d'un revers de la main, à mon avis. Alors, pour conclure, résumons. Que peut-on faire à table pendant les fêtes pour interagir avec un proche qui défend des thèses conspirationnistes? Je pense qu'il faut d'abord essayer de voir ce proche peut-être comme une victime, et de comprendre qu'il est le symptôme de quelque chose de beaucoup plus vaste. C'est ce qu'on disait plus tôt, le complotisme, c'est un phénomène qui détruit les relations sociales, qui impacte le vivre ensemble, parce qu'il divise les individus, il les oppose, il détruit le socle commun qu'on peut avoir avec quelqu'un, parfois même au niveau du langage. On n'arrive même plus à parler, on n'est plus d'accord sur les mots. Et c'est vraiment la dernière chose qui nous permet encore d'échanger. Bref, si chacun vit dans sa bulle et qu'elle est totalement hermétique, on ne peut plus vraiment faire société.
Mais justement, je crois que un complotiste, c'est quelqu'un avec qui on peut vraiment plus discuter. Voilà. Quelqu'un avec qui est encore disponible à des arguments contradictoires, qui est encore ouvert à la contradiction, qui est prêt à se raviser. Il n'est pas encore complètement perdu, d'une certaine manière. Donc, il faut garder ça à l'esprit. Et peut-être que la bonne manière d'interagir avec un complotiste, c'est l'exemplarité. C'est de montrer ce que c'est que d'être ouvert à la contradiction. C'est de montrer une forme d'humilité aussi, d'être prêt à se raviser et à accueillir des informations qui ne vont pas forcément dans le sens dans lequel on voudrait ou de ce qu'on croit a priori. Et d'accepter de corriger ce qu'on tenait jusque-là pour vrai. Voilà. Merci Tristan Mendes France. Merci à tous. Merci Ruud Reichstadt. Merci Pauline et joyeuses fêtes à tous. Et merci à Théo Gomard au son, Thomas Eliès et Pascal Baudot à la vidéo. Enfin, grand merci à Victor Motin et Perrine Bontemps de Conspiracy Watch, dont je vous conseille d'écouter le podcast Réveillez-vous. Et c'est la fin de ce 79e épisode de Complorama. Passez de belles fêtes de fin d'année et on se retrouve en 2025. Salut!